Donc je remercie Jean-Jacques Marie d'avoir fait le déplacement lointain, Paris, Genève, etc. Hein, d'accord. Je remercie aussi tous les organismes qui se sont attelés à la réussite de ce meeting, c'est-à-dire les Amis du monde diplomatique, le Parti communiste de l'Isère, le NPA, le POID, le groupe insoumis des lanceurs de tuiles, Lutte ouvrière. Bon, je rappelle que ça fait quand même quelques années que dans les locaux du STEP à Daep, au 163 cours Beria, nous faisons pas mal de conférences et de débats justement sur l'histoire, sur la mémoire ouvrière et révolutionnaire. Je dis au passage que le vendredi 12 janvier, on fera un travail sur Marie Curie et le féminisme. Je tiens aussi à rappeler l'impact que la révolution d'octobre a eu sur Grenoble. En effet, en 1967, je faisais un mémoire sur le Front populaire à Grenoble et j'ai eu la joie d'interroger les derniers survivants de 1917 qui étaient encore en vie et même qui se portaient bien à l'époque. Je faisais ça sous la direction de Pierre Brouet. Et donc j'ai eu la chance d'interroger plusieurs militants. Et je tiens à rendre hommage aujourd'hui à Jean-Pierre Raffin-Dugens, qui était député socialiste d'Isère de 1910 à 1919 et qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, prit position contre la guerre de 14-18. Il demanda des comptes constamment au gouvernement sur les blessés, sur les opérations, etc. Et il fit le voyage à la conférence de Kiental, qui a suivi celle de Zimmerwald et qui a précédé, disons, la proclamation de la Troisième Internationale. Et Jean-Pierre Raffin-Dugens a été un fondateur du Parti communiste de l'Isère en 1921. Et à la fin de sa vie, en 1946, il a rejoint la 4e Internationale. Je salue aussi un de mes informateurs clés, qui était Charles Martel, ouvrier paysan du Cru, mobilisé en 1914, blessé. Sa femme meurt pendant son hospitalisation. De retour à Grenoble, en convalescence et en tenue militaire, il distribue des tracts antimilitaristes. Il est emprisonné. Et il fut lui aussi un des premiers fondateurs du Parti communiste de l'Isère. Et il a été envoyé en 1930-1931 à Moscou comme secrétaire du Kreskintern, c'est-à-dire l'internationale paysanne rouge. Et c'est là qu'il est devenu un ennemi juré de Staline, qu'il accusait d'être le fossoyeur de la Révolution. Il continue à militer jusqu'à la fin de sa vie, en 1975, pour l'idéal de sa jeunesse. Je salue aussi un de mes informateurs, Raoul Faure, qui était un instituteur anarchiste, qui a été mobilisé en 1914, opposant farouche à la guerre. Il devient la cheville ouvrière du comité pour la Troisième Internationale avec d'autres militants anarchistes de l'Isère comme Riquetta, David, Kenville. Ils participèrent à la fondation du Parti communiste en 1921. Raoul Faure rencontra Trotsky à Domaine en 1935 et organisa pour lui des rencontres avec les dirigeants de la Fédération unitaire de l'enseignement à Noyaré, dans son école. Je salue aussi la mémoire de Jacques Trontin, qui a été aussi un jeune révolutionnaire en 1917, qui a travaillé au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, et qui, en 1936, est parti s'engager en Espagne dans la colonne d'Urruti, et qui est mort, qui est tombé sur le front d'Aragon en septembre 1936. Voilà. Et je passe la parole à Jean-Jacques Marie pour la suite. Merci. Bonjour à vous tous. Je vais commencer par une affirmation qui n'est pas vraiment une découverte, ni petite ni grande. C'est que la révolution russe a commencé en 1905. Ça a déjà été dit par beaucoup de gens, mais une chose peut être répétée et être quand même juste. Pourquoi en 1905 ? Parce que en janvier 1905 se produira la première grève générale de l'histoire de la Russie, qui est le produit de quelques événements. Mal au fond. Alors, je sais pas comment ça se monte, hein, moi. Je peux essayer de parler plus fort, non, peut-être ? Bon, on va essayer de parler plus fort. Bon, donc, la révolution russe commence en réalité en 1905. Elle commence à la suite d'un certain nombre d'événements que je vais rappeler très brièvement. Suite à la contraction du marché mondial, vous avez une crise financière, économique et financière au début du XXe siècle. L'industrie russe est en crise, des grèves se développent à partir du sud de la Russie,
Et un officier de la police politique, qu'on appelle l'Okhrana à l'époque, Serge Zoubatov, a une idée qu'il croit géniale. Il dit, voilà, il faut détourner les ouvriers de la propagande des révolutionnaires. Les partis révolutionnaires se sont constitués en 1898, pour le Parti social-démocrate, et en 1902 pour le Parti socialiste révolutionnaire, parti pour qui la lutte contre le régime tsariste consiste à abattre le maximum possible de dignitaires du régime tsariste. Ils y arrivent d'ailleurs assez souvent sans que ça change grand-chose. Et l'idée de ce policier est la suivante. Il faut détourner les ouvriers de la tentation révolutionnaire. Et pour cela, il faut, premièrement, que le tsar montre son vrai visage de père du peuple en s'affirmant prêt à leur faire un certain nombre de cadeaux. Et deuxièmement, il faut les organiser dans des groupes spéciaux, partisans du régime, et qui soient sous notre contrôle. Alors il en organise plusieurs, à Moscou, enfin je ne vais pas faire la liste. L'important, c'est que ça débouche en février 1904, au moment même où le Japon attaque la Russie, car les deux pays sont engagés dans une lutte de type colonial pour le contrôle de la Corée, de la Mandchourie, etc. Il crée une association d'ouvriers à Saint-Pétersbourg, qui est présidée par un prêtre, le Pope Gapon. Au début, cette association a tous les traits du syndicat parfaitement jaune. D'abord, il est aux ordres de la police. Il est sous la protection du gouverneur de la ville, le général Foulon. Ensuite, les statuts précisent que ne peuvent adhérer à cette association que des ouvriers russes de confession orthodoxe. Russe, c'est important parce qu'à l'époque, la Russie comporte plus de 100 nationalités et entre autres, elle a dans son territoire les 3/4 de la Pologne depuis 1795 et les nombreux ouvriers juifs qui s'y trouvent, qui y travaillent. Et puis, au fil des mois, petit à petit, vu la montée du mécontentement ouvrier, des ouvriers adhèrent massivement à cette association. Et puis, une ouvrière, Vera Karelina, qui travaille depuis l'âge de 9 ans et qui a déjà des convictions révolutionnaires très affirmées, y adhère, constitue un cercle de femmes. Et finalement, les ouvriers polonais, juifs, les femmes peuvent adhérer. Et comme c'est la guerre, le directeur de la grande usine métallurgique de Saint-Pétersbourg, l'usine Poutilov, qui fabrique des canons et des mitrailleuses, se dit que ces gens-là, la section là, du Pope Gapon, dans son usine, sont un peu trop revendicatifs, donc il en licencie 4. Le Pope essaie d'arranger les choses, il va voir le gouverneur de la ville qui essaie d'arranger les choses, mais le directeur est refuse absolument de céder quoi que ce soit. Il pense que comme fournisseur de l'armée du tsar, il peut tout se permettre. Le résultat, c'est que le 3 janvier, les ouvriers membres, enfin les dirigeants de la petite association du Pope Gapon appellent à la grève. 12 500 des 15 000 ouvriers de l'usine font grève pour la première fois de leur vie. Et puis que faire quand on fait grève ? Il faut essayer de convaincre d'autres de faire grève. Donc ils envoient des délégations dans les usines voisines. Résultat, le 7 janvier, vous avez plus de 150 000 ouvriers en grève à Saint-Pétersbourg. C'est la première grève générale de l'histoire de ce pays, qui n'a pas de syndicat. Il n'y a pas aucun syndicat n'est autorisé, de même qu'aucun parti n'est autorisé dans la Russie de Nicolas II jusqu'en 1906. Et puis le Pope a une idée, est-ce qu'elle vient de lui ou est-ce qu'elle vient des militants de la social-démocratie avec lesquels il est en rapport, bolcheviques ou mencheviques. Chaque groupe a à peu près 200 adhérents à Saint-Pétersbourg. Toujours est-il qu'il rédige ou co-rédige une pétition destinée à être portée au tsar. Cette pétition est un document absolument remarquable, à cause de la liste de ce qu'elle réclame, et quand on pense au moment où elle est rédigée, ça va de la journée de 8 heures à une époque où les ouvrières du textile là-bas travaillent 14 heures par jour, 6 jours par semaine, sans parler des domestiques qui, elles, travaillent, j'ai dit elles, parce qu'il y a autant de domestiques, d'hommes, femmes, mais surtout les femmes sont encore plus maltraitées, qui, eux et elles, travaillent 7 jours sur 7 et 15 ou 16 heures par jour. Donc, qui vivent dans des conditions tout à fait effroyables. Donc, autorisation de créer des syndicats, journée de 8 heures, séparation de l'Église et de l'État, instruction obligatoire gratuite par l'État à toute la population. Bon, et il décide d'aller porter cette pétition au tsar Nicolas II. Le tsar Nicolas II n'a que mépris pour cette populace, donc il reste dans son palais à Krasnoye Sielo, à 20 km de là, et confie à son frère
non, à son oncle, pardon, le maintien de l'ordre dans la capitale. Pour maintenir l'ordre, l'autre mobilise 21 500 soldats plus les forces de la police. Quand la manifestation arrive devant le palais d'hiver, la procession, car en fait c'est une procession dirigée par le pape, Gapol lui-même, devant des drapeaux du tsar et des oriflammes religieux qui sont allés décrocher dans les églises voisines. Ils chantent des cantiques où Dieu sauve le tsar, donc difficile d'imaginer dans cette procession une manifestation de révoltés, même d'insoumis. Donc ils sont reçus à coups de fusil, et puis ensuite les Cosaques chargent les manifestants qui s'enfuient dans les rues, et il y a entre eux les chiffres de la commission médicale donnent 1250 morts, d'autres chiffres sont beaucoup plus modestes, les chiffres officiels sont menteurs comme d'habitude, ils disent 93 plus quelques blessés qui meurent dans les hôpitaux, et c'est un choc brutal qui n'a pas empêché l'Église orthodoxe de béatifier Nicolas II au début de l'année 2000, et de proclamer que Nicolas II est un très grand tsar qui a fait respecter la loi, l'ordre. Ça, pour l'ordre, c'est sûr. Et d'un seul coup, pour des millions de paysans qui avaient une vision assez schématique de la réalité, la figure du tsar subit un choc extrêmement brutal. Pour la masse des paysans, même pour les paysans qui se révoltaient, en gros, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tous, mais la vision de la société, c'est vous avez un tsar qui est le père du peuple. D'ailleurs, un proverbe russe dit Dieu est trop haut et le tsar est trop loin. Et puis en dessous, vous avez une clique de fonctionnaires qui aident les propriétaires terriens à faire suer le burnous, si j'ose dire, et à exploiter le paysan et à ignorer ses besoins les plus élémentaires. Il faut se rappeler que depuis l'abolition du servage, les paysans à qui on a donné en général les terres les moins bonnes doivent rembourser ces terres. Comme ils n'avaient pas un sou, l'État leur a prêté de quoi payer les 49 annuités qu'ils doivent, mais suivant le mécanisme bien connu de la dette, ce qu'ils doivent rembourser représente 2,5 fois le montant de ce que l'État leur a prêté. Il n'y a pas que la Banque centrale européenne et d'autres qui sont de véritables pillards. Donc les paysans sont pris à la gorge. Et d'un seul coup, voilà que l'un de ceux en qui ils voyaient leur appui s'effondre. Et le tsar est obligé de faire des concessions. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ces concessions. J'en n'évoquerai que deux parce que l'une a une importance pour la suite. Autorisation de créer des syndicats par un décret du 4 mars 1906. Mais les syndicats que le tsar autorise à créer sont des syndicats tels que les souhaitent Macron et Pénicaud, c'est-à-dire des syndicats d'entreprises qui sont destinés à avoir un dialogue avec la direction de l'entreprise. D'ailleurs, le mot qui désigne les syndicats, qui est créé à ce moment-là en russe, c'est Profsoyouz, union professionnelle. D'ailleurs, ça a toujours gardé cette dénomination, union professionnelle. Et l'union professionnelle, c'est à la fois l'organisation des ouvriers et celle des patrons qui sont invités à coopérer fraternellement pour réaliser le paradis, chacun dans son usine. Ce n'est pas ce qui se passera exactement. Les syndicats, bien sûr, n'ont pas le droit de se fédérer ni de se confédérer, ni de se lier au niveau local, mais malgré ça, ils essaieront de le faire, pas de se confédérer. Il n'y aura jamais de confédération, mais il y aura des fédérations. Les syndicats sont soumis à une répression de plus en plus brutale, qui n'empêchera pas qu'en juillet 1914, lorsque le président français Poincaré vient à Saint-Pétersbourg, il se heurte à une grève extrêmement puissante qui va même jusqu'à des constructions de barricades dans la capitale, alors que lui est venu pour s'assurer que le rouleau compresseur russe allait bien se mettre à se rouler sur l'Allemagne et l'Autriche dès que la guerre serait déclarée. La guerre a provoqué en Russie une situation qui est due à deux phénomènes conjoints. Le premier, c'est que d'abord, elle vide le pays d'une partie de sa population. La Russie mobilise globalement sur les 3 années de guerre 15 millions d'hommes, en grande majorité des paysans, peu d'ouvriers parce qu'il faut bien que les ouvriers soient dans les usines pour fabriquer des armes, encore que dans toute usine où des ouvriers protestent ou envisagent de faire grève, le patron leur dit « si tu ne te tais pas ou si tu n'acceptes pas, tu pars au front ». La même menace que proférait Pierre Renaudel, directeur socialiste de l'Humanité,
aux socialistes opposants à la guerre. Il leur disait, si tu insistes, tu vas partir au front. Pourtant, ils ne s'étaient pas concertés l'un et l'autre. Deuxièmement, les difficultés de ravitaillement les difficultés de transport d'abord. Le transport, les trains sont mobilisés essentiellement pour les transports de troupes, les transports de renforts et les transports d'armes. Deuxièmement, la majorité du ravitaillement est destinée à l'armée. Une armée qui, en plus, subit des pertes extrêmement lourdes. L'armée russe fournira 40% des tués de la Première Guerre mondiale. À l'époque, la deuxième, l'URSS subira des pertes encore beaucoup plus graves, et ça, c'est une autre affaire. Donc vous avez un mécontentement qui mûrit dans la population, qui se traduit par le fait qu'en 1915, vous avez quand même près de 250 000 grévistes. En 1916, vous en avez 2 fois plus, et d'après les rapports de la police politique, la moitié de ces grèves en 1916 sont des grèves politiques, c'est-à-dire des grèves qui ajoutent aux revendications économiques des revendications politiques, qui peuvent être jusqu'à la République, de la République. À ce mécontentement s'ajoute le fait que la bourgeoisie financière et industrielle qui contrôle l'Assemblée, la Douma, qui est une assemblée élue par Curie, suffrage censitaire, veut gagner la guerre. D'abord, ça lui rapporte beaucoup. Le président de la Douma, Rodzianko, ce qu'on appelle un démocrate. Les démocrates, ça fleurit dans l'histoire quand c'est nécessaire. S'enrichit grâce à la guerre parce qu'il fabrique des crosses de fusils qui sont souvent très défectueuses, mais peu importe, il les vend cher. Il les vend beaucoup plus cher d'ailleurs que ça ne lui coûte. Donc il fait fortune avec la guerre. Mais pour faire fortune avec la guerre, il faut gagner la guerre. Or, la bourgeoisie industrielle et financière a des doutes sur la capacité du régime tsariste à gagner cette guerre, d'où fleurissent des complots divers dont on trouve l'écho dans le journal de l'ambassadeur de France, paléologue. Mais le facteur essentiel, c'est le mécontentement qui monte dans la population ouvrière. Et le 23 février 1917, le 23 février dans le calendrier julien, l'ancien calendrier, c'est-à-dire le 8 mars dans le nôtre, calendrier grégorien, les ouvrières du textile, c'est intéressant parce que les ouvrières du textile sont considérées par tout le monde comme étant les plus arriérées des ouvrières. Déjà, tout le monde considère que les ouvrières sont plus arriérées que les ouvriers eux-mêmes considèrent ça très souvent, et celles du textile encore plus. Elles ont reçu la veille la visite du responsable bolchevique de l'arrondissement, Vyborg, qui est l'arrondissement industriel au nord de Petrograd, puisque c'est le nouveau nom de la ville depuis 1914, qui leur a dit de ne pas faire grève, parce qu'ils pensent que ça peut mal tourner. Elles n'en ont rien à faire. Elles font grève au cri de Dupin. Ça commence par Dupin, elles réclament Dupin. Elles en ont assez de faire la queue à partir de 4 heures du matin dans la nuit, où il fait froid en plus, et pour essayer d'acheter du pain dont qu'elles ne sont pas toujours sûres d'obtenir. Donc, elles se mettent en grève, elles vont voir les métallos de l'usine voisine, Ericsson, pour leur demander leur soutien et leur solidarité. Et puis, les métallos envoient une délégation au responsable bolchevique qui, dans ses souvenirs, qu'il a été indigné en apprenant que les ouvrières avaient désobéi. Comment elles peuvent se permettre ça, quand même? Puis il se dit, bon, il faut quand même bien y aller. Donc, ils organisent une manifestation. Et puis, au bout de quelques jours, les soldats s'associent aux protestations, se mutinent, et donc l'ordre tsariste s'effondre en l'espace de quelques jours. Et on peut dire que ce moment-là est le début de la guerre civile. Pour quelle raison? Parce que l'invasion, la chute du tsarisme, qui entre autres se manifeste entre autres par le fait que la foule des manifestants, le 27 février, envahit la Douma, c'est-à-dire l'assemblée accordée par le tsar en 1905, et exige qu'on lui donne satisfaction, ce qui ne veut pas dire que les revendications sont forcément très claires. Et puis au même moment, au même jour, un certain nombre de responsables des partis ouvriers, mencheviks, socialistes révolutionnaires, bolcheviks, décident de constituer un soviet. Ils décident de constituer un soviet. Ils ne sont élus par personne ce jour-là. Soviet de délégués, bien qu'ils ne soient pas encore délégués, ouvriers et soldats. La majorité sont d'ailleurs des soldats. Le lendemain, en revanche, il y aura des délégués élus dans toutes les usines, enfin presque toutes, et les unités militaires, et vous aurez une réunion d'un soviet effectivement élu et qui adoptera un des textes les plus fameux de la Révolution, l'ordre numéro 1, qui décide d'exiger que les soldats bénéficient d'un minimum de respect dans les unités militaires.
qu'ils ne soient plus obligés de saluer les officiers en dehors du service, si j'ose dire, et que deuxièmement, ils n'obéissent aux ordres donnés par les officiers que si le soviet donne son aval, en tout cas l'expression d'une indépendance vis-à-vis de l'institution d'État qu'est l'armée. C'est capital parce que c'est le début de ce qui va être le centre de la révolution russe, c'est-à-dire l'affirmation de plus en plus déterminée, de plus en plus acharnée de la volonté d'une indépendance de classe de ceux qui sont les opprimés et les exploités par rapport à ceux qui les oppriment et les exploitent. Et c'est là que va jaillir le principal problème politique, car la révolution débouche sur la constitution d'un gouvernement d'abord bourgeois, présidé par un grand propriétaire terrien, un prince qui plus est, difficile de faire plus démocrate, le prince Lvov, dans lequel entre un socialiste, qui a décidé lui-même d'y entrer, qui est en même temps membre du Soviet, c'est Alexandre Kerensky, avocat, révolutionnaire, enfin dans les mots en tout cas, et puis au début s'affirme une espèce d'accord général un peu sur tout. Le gouvernement provisoire répond à un certain nombre d'exigences qui lui sont présentées. Il abroge toute la législation contre les diverses nationalités, dans lesquelles, bien entendu, les privilégiés, c'était les Juifs, contre lesquels il y avait près de 700 mesures prises au cours des décennies, depuis Catherine II, qui avait pris les premières. Catherine II, ça a été plus modéré. Faisait payer aux Juifs un impôt double des autres. Enfin, les vieux croyants aussi, d'ailleurs, payaient un impôt double, c'était une scission dans l'Église. Et puis alors, toute une série de mesures de plus en plus brutales au fil des rois, des tsars, pardon. Le tsar Nicolas II étant particulièrement antisémite. Ils l'étaient tous, plus ou moins, mais alors lui, c'était l'un des plus déchaînés. Pour lui, la révolution de 1905, c'était dû aux manœuvres de la clique juive, pour reprendre ces termes, à ce charmant tsar. Bien, affirmation de la liberté d'opinion, liberté de presse, donc toute une série de libertés. Et puis, vous avez, dans le fil de ces premières conquêtes politiques, qui remplissent tout le monde de plaisir, va s'affirmer un premier problème qui va être l'une des sources des conflits qui vont déboucher sur la révolution, sur la troisième révolution, celle d'octobre. À savoir, le pays est à genoux à cause de la guerre. La bourgeoisie, elle, veut continuer la guerre auprès des Français et des Anglais. La masse des soldats, ceux qui sont au front, sont de plus en plus réticents. Vous avez déjà 1,5 million de déserteurs à cette époque. Puis il faut se rappeler que la masse des soldats est formée de paysans, et que l'absence de ces paysans menace les semailles et la moisson. Ce sont souvent des femmes qui doivent le faire, toutes seules ou avec l'aide d'un enfant resté à la ferme. Et donc la question de la guerre est une question qui est très importante pour tous. Et là, les intérêts sont déjà très contradictoires. Au milieu d'avril, le ministre des Affaires étrangères, qui est le chef du principal parti bourgeois, le parti dit cadet, d'après les initiales de son nom en russe, constitutionnel démocrate, Milioukov adresse une note aux puissances alliées affirmant la décision du gouvernement provisoire de continuer la guerre jusqu'à la victoire et jusqu'à l'obtention de ce qui est promis par les alliés à la Russie, c'est-à-dire rendre à la Russie la vieille ville russe qui s'appelle Constantinople, dont vous savez tous que c'est une ville historiquement russe, même si elle n'a jamais été, l'accès au détroit, à la mer Noire, la conquête des Dardanelles, tout ça doit revenir à la Russie. La diffusion de cette note provoque une première crise violente, des réactions violentes de soldats, d'ouvriers qui descendent dans les rues et qui exigent la démission du ministre, que le gouvernement refuse de leur donner, mais qui sera obligé de démissionner, ainsi que le ministre de la Guerre quelques jours plus tard. À quel problème se heurtent ces revendications? Au fait que pour les partis dits socialistes modérés, pourquoi pas d'ailleurs socialistes modérés, une façon de les définir qui n'est pas fausse, la révolution doit être menée par une coalition entre eux, les dirigeants du Soviet à l'époque, et la bourgeoisie industrielle et financière. Ils ont une conception simple. La révolution est une révolution bourgeoise qui ne peut qu'instaurer la démocratie. Donc, pour instaurer la démocratie, il faut que ce soit la bourgeoisie libérale qui soit à la tête de cette révolution. Donc, il faut que ce soit elle qui gouverne. Donc, il faut ne pas avancer d'exigences qui sont contraires à ses intérêts à elle et à ce qu'elle veut.
Cette affirmation politique, qui s'appuie sur des schémas pseudo-marxistes plus ou moins élaborés, fait fi d'une réalité qui marque toute l'histoire de la Russie de cette époque. C'est le fossé qui sépare d'un côté la bourgeoisie industrielle et financière et de l'autre côté la classe ouvrière, qui sont l'un vis-à-vis de l'autre emplis d'une haine profonde. Pour en donner un exemple, car vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, je vais citer par exemple la manière dont le député monarchiste Shulgin décrit l'entrée de la foule dans la Douma, de la foule des manifestants, de ceux qui renversent le régime, le 27 février 1917. Il qualifie cette foule d'égouts humains, au pluriel. Malgré leur multitude, ces égouts humains avaient tous la même expression, celle ignoble de bêtes abruties ou celle non moins ignoble de petits démons haineux. Des mitrailleuses, voilà ce qu'il fallait. Je savais que seul ce langage était compris par la rue, que seul le plomb pouvait faire rentrer dans son terrier la terrible bête qui s'en était échappée. N'importe quoi, plutôt que de voir l'horrible visage de cette ignoble foule, que d'écouter ces abominables discours, que d'entendre le mugissement de cette lâche populace, des mitrailleuses, qu'on nous donne des mitrailleuses. Voilà au moins un partisan du dialogue ferme et vigoureux. Mais ce qu'il pense, sa réaction là, c'est celle qui est fondamentalement celle des grands dirigeants de la bourgeoisie, sauf qu'ils sont obligés, apparemment, d'accepter un certain nombre de demandes de ceux qui ont renversé le régime tsariste et qui ont abouti à l'abdication du tsar le 2 mars. Mais très vite, les conséquences de la guerre vont aggraver une crise qui a fait déjà tomber le régime tsariste. Parce que les transports ne cessent de se dégrader, le ravitaillement ne cesse de se détériorer. Ensuite, comme les transports se dégradent, les patrons utilisent le fait qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir du charbon ou du minerai pour refuser les revendications des ouvriers. Et puis, ils commencent à élaborer une tactique, d'abord modestement, celle qu'ils avaient déjà utilisée en 1905, lorsque, pour participer à l'écrasement de la Russie en 1905, les patrons ont déclenché une grande vague de lock-out. Ils ont fermé les usines, foutu les ouvriers dehors, et ça a contribué à démoraliser une partie de la classe ouvrière engagée dans cette révolution et à les affaiblir et à les abattre. Et ici, dès le début d'avril, commencent à apparaître des premiers signes d'une telle politique. Donc il y a une contradiction de plus en plus grande entre les exigences des ouvriers puis des paysans. Les paysans veulent la terre. Ils veulent qu'on leur donne la terre des grands propriétaires. Le gouvernement provisoire dit « Nous, on ne peut pas décider ça. Ce sera l'Assemblée constituante, quand elle sera élue, qui prendra la décision adéquate et nécessaire. » Donc les paysans, d'abord, acceptent plus ou moins cette attente. Dès le 9 avril, le gouvernement provisoire, non, c'est le Soviet, la direction du Soviet, menchevique et SR, fait saisir un tract de deux groupes révolutionnaires de Petrograd qui appellent à ce qu'on donne les terres aux paysans. Et puis, les paysans vont, là d'attendre, au bout d'un certain temps, à partir du mois de juillet, vont décider de se servir eux-mêmes. C'est-à-dire ils vont se lancer dans une grande campagne d'expropriation des propriétaires eux-mêmes, qui va culminer au mois de septembre 1917 et constituer l'un des éléments moteurs de la troisième révolution, celle d'octobre. Le mécontentement ouvrier devant la nécessité qu'essaient de leur imposer les socialistes modérés qui dirigent le Soviet d'accepter la loi de la bourgeoisie ne cesse de s'approfondir et va déboucher en début juillet 1917 sur des manifestations de rue appuyées par certains, ou même organisées d'ailleurs par certaines unités militaires, le premier régiment de mitrailleurs, puis les marins de Kronstadt, qui descendent armés d'ailleurs dans les rues, avec comme exigence tout le pouvoir aux soviets. Qu'est-ce que ça veut dire, tout le pouvoir aux soviets? Ça veut dire, nous ne voulons pas que le pouvoir soit partagé entre les représentants de la bourgeoisie et les nôtres, c'est-à-dire ceux des soldats et des ouvriers. Nous voulons que le pouvoir soit entre les mains de ceux qui nous représentent.
les soviets. C'est le sens de ce pouvoir. Les autres, au nom d'analyses plus ou moins complexes, et en fait au nom de l'alliance avec le gouvernement français et anglais, s'y refusent absolument. Pour eux, le maintien de l'alliance avec le parti de la bourgeoisie, c'est capital. C'est un peu, si vous voulez, comme faire passer la défense de la démocratie en appelant à voter Macron. Hein, c'est exactement le même genre de politique. Bien, on a vu ce que ça donne, hein, déjà. Bon. Ces manifestations de juillet donc, ont comme objectif d'imposer aux dirigeants des soviets de prendre le pouvoir entre leurs mains. Et ça n'est pas du tout contrairement à ce que racontent un certain nombre de gens, dont Alexandre Solzhenitsyn, qui est un des falsificateurs de l'histoire de la Révolution les plus éprouvés. Le nombre de faux qu'il peut commettre est tout à fait stupéfiant. Par exemple, il explique qu'en février 1917, il n'y avait pas de problème d'alimentaire. Hein. Si vous lisez son bouquin Mars 1917, vous verrez, non, pas du tout. Le ravitaillement est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais tout ça, c'est lié à des intrigues, à des manigances, au fait que les boulangers voulaient trafiquer avec leur pain, le vendre plus cher. Enfin bon, tout ça, c'est... et puis que c'est eux qui, finalement, provoquent les désordres qui sont utilisés, évidemment, par des gens payés par l'Allemagne. Vous voyez, une conception de l'histoire tout à fait remarquable et digne du prix Nobel. Bien, les dirigeants des soviets refusant de prendre le pouvoir, à un moment, vous avez une scène qui est d'ailleurs racontée par le dirigeant bourgeois Miliukov. L'un des principaux dirigeants du Parti socialiste révolutionnaire s'appelle Tchernov. C'est même le principal dirigeant. Et l'un des marins l'aborde en lui disant « Tu peux pas prendre le pouvoir, fils de pute, quand on te le donne. » On lui donne, il n'en veut pas. Donc, comme ils n'en veulent pas, il faut renvoyer tous ces manifestants et il faut évidemment expliquer qu'il s'agit là d'une entreprise contre-révolutionnaire que de vouloir dire tout le pouvoir aux soviets. Donc, à partir de ce moment-là, est lancée toute une campagne déchaînée qui prend deux formes. La première, c'est accuser Lénine et les bolcheviks d'être des agents allemands. On fabrique un ensemble de faux documents qui seront rassemblés sous le nom de documents SISON, SI2SON, d'après l'individu chargé de les rassembler, reposant sur un certain nombre de faux, d'ailleurs grossiers, accusant Lénine d'avoir reçu de l'argent allemand, et surtout utilisant le fait qu'il est rentré en Russie en traversant l'Allemagne. C'est d'ailleurs repris aujourd'hui en Russie comme façon de célébrer le centenaire de la Révolution. Ceux qui reprennent cet argument stupide oublient de dire que 280 réfugiés russes en Suisse sont rentrés en passant par l'Allemagne, y compris des mencheviks et des socialistes révolutionnaires, y compris des partisans de continuer la guerre avec l'Allemagne, car l'Angleterre et la France ne voulaient laisser rentrer personne. Donc, vu ce qu'était la situation du front, la seule façon d'entrer, c'est de passer par l'Allemagne. Et un menchevik partisan de continuer la guerre, qui s'appelle Axelrod, arrivant en Russie, publie dans le journal des soviets, les Izvestia, une petite note en disant « Je suis rentré par l'Allemagne comme les autres, mais vous savez... je ne pouvais pas faire autrement, donc n'en tirez aucune conséquence. » Mais les autres n'en tirent aucune conséquence, puisqu'il est docile. Bien, vous avez d'abord donc une vague de répression. Vous avez 800 bolcheviks qui sont jetés en prison, dont les principaux dirigeants. En outre, on accuse Kamenev d'être un agent de l'Okhrana, la police politique. Il faut bien en rajouter, l'Allemagne ne suffit pas. Et vous avez une tentative de réaction visant à aboutir à la remise du pouvoir total au parti de la bourgeoisie, qui aboutira à un choix politique qui est, disons, l'alternative fondamentale de la révolution. Le dirigeant du parti cadet Miliukov a écrit une histoire de la révolution russe, et quand il arrive au mois d'août 1917, il titre la partie qui va d'août à décembre 17, ou Kornilov ou Lénine. C'est-à-dire qu'il explique qu'il n'y a plus qu'un choix, soit le rétablissement de l'ordre tel que lui l'entend, Kornilov, soit un autre ordre qui est représenté par les bolcheviks. Évidemment, lui, il est pour Kornilov. Donc, la vague de réaction débouche sur la préparation d'un complot militaire organisé par le général Kornilov, général qui est renommé pour sa
pour sa vigueur, sa brutalité, autour duquel on a construit une légende. On présente comme un fils du peuple qui s'est échappé. Il a été fait prisonnier en 1915 par l'armée allemande. On raconte qu'il s'est échappé héroïquement du camp où il était interné. En réalité, il a réussi à soudoyer le médecin du camp et ils sont enfuis tous les deux. Bon, je ne dis pas que c'est pas joli, mais enfin, c'est pas un acte héroïque d'acheter le fait d'un passeur. Hein. Quand même, il y a mieux. C'est un homme qui est partisan des mesures les plus brutales et de mener la guerre jusqu'à la victoire, alors que tout le pays s'enfonce dans la crise et que s'il n'y a pas de revers militaire sérieux, c'est parce qu'en réalité, les Allemands ont arrêté leurs opérations militaires sur le front ouest, le front de l'Est, pardon, enfin pour eux, le front de l'Est. Ils ont suspendu, sans rien dire, sans rien faire. Les soldats russes en face, ils n'ont aucune envie de périr sous les obus, surtout que les Allemands ont des obus et pas eux. Un général blanc Dénikine raconte qu'à la bataille de Przemysl, en 1915, les soldats russes qui ont reçu les obus allemands pendant 11 jours ont reçu à eux tous 50 obus pour répondre, ce qui évidemment a permis de répondre pendant 10 minutes et n'a pas arrêté le carnage. Donc ça continue. Ce général Kornilov, en accord avec le chef du gouvernement provisoire Kerensky, prépare un putsch pour liquider les soviets à Petrograd. Le seul problème, enfin il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que ce héros militaire grandiose, lorsqu'il organise la montée d'une division qui s'appelle la division sauvage sur Petrograd, décide de ne pas en prendre la tête. Il reste lui-même à son quartier général. Il affirmera plus tard qu'il avait une petite crise de malaria et qu'il passait son temps à se moucher, et qu'évidemment, quand on se mouche, c'est difficile d'organiser un coup d'État. Enfin, je ne sais pas, j'en ai jamais fait, donc je ne peux pas savoir si c'est vraiment un obstacle insurmontable, mais en tout cas, ça lui paraît à lui. Donc il envoie la division sauvage, tous les partis ouvriers se mobilisent contre cette tentative, les cheminots détournent les trains, résultat, le putsch capote. Le général que Kornilov a héroïquement envoyé commander la division sauvage à sa place, désespéré, se suicide. Échec de la contre-révolution. Dès lors, on assiste à un développement extrêmement important du mouvement révolutionnaire dans deux endroits. Les paysans, donc, comme j'ai dit, qui ont commencé à saisir les terres et qui les saisissent de plus en plus, et parfois avec une très grande brutalité, dans la mesure où les propriétaires refusent. Et deuxièmement, les ouvriers confrontés à une politique de lock-out menée systématiquement par le patronat. Un chef du patronat dit, le 3 août d'ailleurs 1917, qu'il attend le moment où la main osseuse de la faim va étrangler ceux qui s'agitent. Et effectivement, la main osseuse de la faim, parce que la famine menace de plus en plus. Lénine écrit, là où de l'endroit où il s'est caché, un texte d'ailleurs très caractéristique, la catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, où il souligne tous les éléments de la catastrophe imminente. Le ministre des Transports, le 19 août, affirme à l'automne, les trains ne circuleront plus. Un menchevique commente, on nous annonce ça et on ne fait rien. Non, puisque l'alliance avec la bourgeoisie interdit de prendre toute mesure de régulation étatique, quelle qu'elle soit. La seule mesure de régulation étatique, c'est d'affirmer qu'il est indispensable de faire tout ce qu'il faut pour que les usines reçoivent le minerai nécessaire, mais ce sont des mots qui n'ont aucun sens. Dès lors, se développe, entre autres dans la classe ouvrière de Petrograd, une aspiration de plus en plus profonde à ce que tout le pouvoir soit remis aux soviets, c'est-à-dire le mot d'ordre que les bolcheviks avaient développé dès juin 1917. Le congrès des soviets devait être convoqué en septembre 1917. La direction est alors assumée par ceux qu'on appelle donc les socialistes modérés, les socialistes révolutionnaires et les mencheviks, qui d'abord repoussent la convocation du congrès au 20 octobre, et puis qui, devant le fait que dans les élections aux soviets locaux, les bolcheviks remportent de plus en plus ces élections, sont réticents à convoquer réellement le congrès. Finalement, ils le convoquent. Lénine est très réticent sur le fait d'attendre la réunion du congrès pour prendre le pouvoir. Pour quelle raison?
D'abord, il n'est pas du tout sûr que les bolcheviks auront la majorité dans les délégués au Congrès. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire bolchevique? Vous savez, on nous a raconté des histoires sur le parti bolchevique, un parti dur comme le fer, discipliné, etc. Tellement dur comme le fer, tellement discipliné qu'en février 1917, il y avait plus de comités communs mencheviques-bolcheviques que de comités simplement bolcheviques. Une statistique a été faite, et que même encore en septembre 17, vous avez encore des comités communs mencheviques-bolcheviques, beaucoup moins qu'en février, bien sûr, mais encore. Et Trotsky écrit dans une histoire de la Révolution russe, quand il évoque le Congrès des Soviets, il a ce petit nombre de phrases auxquelles je n'ai pas fait attention pendant longtemps, mais à force j'ai fait attention, parlant des délégués bolcheviques au Congrès, disant dont certains n'avaient pas la carte du parti bolchevique. Donc c'est des bolcheviques, comment dire, de sentiment. Pas tous, heureusement, mais un certain nombre. Vous savez, le bolchevique qui vient de Vladivostok, où la Pravda, enfin, c'est plus la Pravda à ce moment-là, parce qu'elle a été interdite par Kerensky, mais 3 semaines pour arriver, ou celui qui vient de Bakou, où ça met à peu près autant, il a de la politique de son parti une vision très, très obscure, en réalité. Il est bolchevique de sentiment, par haine de la bourgeoisie, et par dégoût des socialistes modérés qui pactisent avec elle. Bon, le Congrès se tient, et je m'arrêterai presque là pour que vous puissiez parler quand même. Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. Le Congrès se tient, et ce qui se passe dans ce Congrès est particulièrement et capital pour comprendre la suite. Les dirigeants qui ont convoqué ce Congrès sont à la tribune les dirigeants mencheviques et socialistes révolutionnaires, dont certains sont membres du gouvernement provisoire, dont un membre de ce gouvernement provisoire, le ministre du Travail, Skobelev, avait déclaré au lendemain des journées de juillet que les mitrailleuses et les baïonnettes sont souvent le meilleur des arguments. Donc c'est une conception de la dialectique assez particulière, mais qui représente ce qui est nécessaire pour défendre l'ordre de la propriété privée des moyens de production. Donc ils sont là, ils ouvrent le Congrès eux-mêmes, ils ont amené des sténographes, et puis les élections au présidium de ce Congrès se déroulent, et là, manque de chance pour eux, les bolcheviks ont la majorité au présidium du Congrès, dont personne ne peut nier que les délégués qui sont là sont effectivement des délégués élus par leurs unités. Encore que certains, surtout ceux de droite, ont souvent été élus en avril ou mai 1917 et n'ont jamais voulu être soumis à réélection de peur d'être remplacés par des délégués beaucoup plus révolutionnaires. Que font à ce moment-là les dirigeants, les anciens dirigeants battus? Vous savez, en général, cette catégorie de politiques considère que c'est aux autres d'être minoritaires. Ceux qui défendent les intérêts, enfin, en tout cas qui cherchent à les défendre ou qui veulent les défendre, eux, c'est normal qu'ils soient minoritaires. C'est leur place dans l'histoire. Hein, quand ils ne veulent pas l'être, eh bien, il faut les liquider. Donc, ils décident que puis ils sont mis en minorité, le Congrès n'est pas représentatif. Donc, ils quittent le Congrès en emmenant avec eux les sténographes, lesquels doivent bien obéir puisque ce sont leurs employeurs. Et ils invitent les membres de leur parti, qui sont délégués à ce Congrès, à quitter le Congrès. Ce qui suscite dans le Congrès et dans ceux qui sont d'accord avec eux un certain nombre de tensions. Par exemple, les socialistes révolutionnaires, qui sont le principal parti des socialistes dits modérés, ils ont abandonné l'attentat individuel depuis un certain temps, sont divisés entre socialistes révolutionnaires de droite, c'est-à-dire ceux qui étaient au gouvernement, et de gauche, ceux qui sont contre la participation au gouvernement provisoire, contre la guerre, et qui sont entre autres dirigés par l'une des oratrices, enfin, ou l'un des orateurs, parce qu'en fait il y a 3 orateurs populaires en 17 en Russie, 2 femmes et un homme. Là c'est plus que la parité. Hein. Kollontai et Spiridonova pour les femmes et Trotsky pour les hommes. Et ils sont hostiles à la poursuite de la guerre. Et donc ils restent dans le Congrès. Et d'ailleurs, dans leur journal, ils racontent la réunion de fraction des socialistes révolutionnaires qui se tient, où il y a à peu près 150 délégués, où les SR de droite qui veulent quitter le Congrès sont mis en minorité, ils quittent le Congrès quand même, parce que c'est partout pareil. Hein. Fraction de leur parti, s'ils sont battus, ils s'en vont. Hein. Et donc, eux restent dans le Congrès. Et puis, chez les mencheviks, c'est-à-dire le parti de Martov et autres, un débat se mène, une partie, et puis finalement, par 14 voix contre 12, ils décident de quitter aussi le Congrès. Mais ils ne s'en vont pas tous. Et puis vous avez toute une pléiade de petits partis
qui ont des délégués. Alors, il y a un tout petit nombre de délégués anarchistes, suivant les sources, 3, au maximum 5, parce que les anarchistes, le Congrès des soviets, ça ne les intéresse pas. Les soviets, c'est le pouvoir politique, et donc ça ne les intéresse pas du tout. Donc ils ont 3 ou 5 délégués, enfin, au maximum 5. Eux, ils restent. Ils ne se manifestent pas du tout, d'ailleurs, dans ce Congrès. Dès lors, le Congrès est confronté à une première initiative de guerre civile. La volonté, par les anciens dirigeants des soviets, de décréter que ce Congrès n'est pas représentatif. Alors que, donc, ils défendent le maintien de la coalition avec les partis bourgeois dans le gouvernement provisoire. Donc ils opposent les deux. Et ça va se traduire par ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Bon, d'abord, ce Congrès adopte quelques décrets bien connus. Le décret sur la terre, distribuant aux comités agraires les terres des grands propriétaires, les terres de la couronne et les terres de l'Église et des monastères. Pour l'Église et les monastères, 15 millions d'hectares. Le Saint-Esprit a des besoins quand même. Hein. Bien. Et l'Église orthodoxe, d'ailleurs, sous Yeltsin et surtout sous Poutine, a récupéré une partie importante de ce qui lui a été ainsi confisqué avec l'accord des paysans. Mais enfin, pas tout, parce que les terres infertiles ne les intéressent pas. Enfin, ils ont récupéré une grande partie. Le problème, c'est les bâtiments qui sont devenus souvent des musées. Alors, s'il faut détruire les musées pour rendre des bâtiments aux moines, ça pose des problèmes aujourd'hui, même dans la Russie de Poutine. Bien, si vous lisez le texte de décret sur la terre que Lénine fait adopter, vous serez peut-être frappé par l'avant-dernier paragraphe qui évoque la répartition de la terre aux dernières catégories. Et les dernières catégories, ce sont les paysans pauvres, les paysans tarés et les déserteurs. Alors, lisant ce texte que nous allons réimprimer dans le prochain mot de notre revue, le camarade me téléphone, il dit « Ça veut dire quoi, paysan taré ?» Alors j'ai dit « Écoute, on va regarder le mot russe. » Deuxièmement, ce n'est pas un texte bolchevique, c'est un texte des socialistes révolutionnaires. 242 comités de paysans CSR s'étaient réunis et avaient adopté ce texte. Alors, le mot russe, on peut le traduire par vicieux, dépravé ou taré. Vicieux, dépravé, on entre dans un domaine, disons, parasexuel qui, certes, est à la mode aujourd'hui, mais dont je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ça représente un grand souci pour les paysans concernés. Donc, il faut garder taré. Et ça désigne qui, les paysans tarés, pour les auteurs de ce texte que Lénine reprend sans en toucher une ligne? Eh bien, ce sont les paysans qui n'ont pas de terre et qui sont accusés par les autres d'être des fainéants. Ça courra d'ailleurs tout au long de l'histoire de la Russie et de l'URSS. Le paysan sans terre est un fainéant et un poivreau. Donc, il faut le considérer avec mépris. Lors de la collectivisation, par exemple, Staline essaiera, sans grand succès d'ailleurs, de s'appuyer sur les paysans qui n'ont rien pour qu'ils entrent dans le kolkhoz en bottant les fesses des koulaks paysans plus ou moins riches. Ils seront guère plus enthousiastes d'ailleurs. Mais en tout cas, cette réalité existe. Donc le Congrès adopte une résolution qui est en faveur de la masse des paysans, qui est le texte que des comités paysans ont adopté. Deuxièmement, un décret sur la paix, dont vous avez entendu le nom de Mme Carrère d'Ancos. Hein, vous savez que ce n'est pas une gauchiste effrénée. Non, bon, je vois qu'on est d'accord. Dans son Lénine, elle écrit que dans ce texte, Lénine a modifié les règles traditionnelles de la diplomatie. Et elle lui rend hommage d'ailleurs. Et elle explique pourquoi. Elle dit parce que Lénine, pour la première fois dans l'histoire, a fait appel au peuple par-dessus leurs États et leurs gouvernements. Elle dit ça, c'est nouveau dans l'histoire. Et ça, elle a parfaitement raison. C'est nouveau dans l'histoire. C'est-à-dire le texte est un appel à la paix. Évidemment, le texte invite les gouvernements à se réunir pour discuter de la paix, mais il invite les peuples à intervenir comme facteurs positifs, pas par un bulletin de vote, mais par une action, en agissant, en manifestant, en faisant la grève, vous voulez, c'est ce qui va se passer en Allemagne, je ne sais pas si c'est un rapport, et en Autriche, en janvier 18, je ne sais pas si c'est un rapport avec l'appel de Lénine, mais en tout cas, c'est ce qui se passera, pour obliger leur gouvernement à faire la paix. Sans cette obligation, ils ne le feront pas. Ils ne la feront pas, pardon. Et quelques autres décisions.
le gouvernement bolchevique, à peine porté au pouvoir, se heurte d'abord au fait qu'une bonne partie des dirigeants bolcheviques étaient contre la prise du pouvoir. Avec deux types de raisons. Pour certains, Zinoviev, Kamenev, leur idée était la suivante. Il va y avoir des élections à l'Assemblée constituante. Nous allons être le principal parti d'opposition, donc ne perdons pas cette place qui nous attend. Évidemment, cet argument est assez étrange, car le pays est en train de se décomposer complètement. Et puis, il est au bord de la famine. Les transports sont bloqués. D'ailleurs, Amanchevik, au Congrès des Soviets, avant de s'en aller, apostrophe les bolcheviks et dit « Mais l'industrie est ruinée, les transports ne marchent plus, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et parmi les bolcheviks qui s'opposaient à la prise du pouvoir, certains, alors c'est pas la même chose, Zinoviev, Kamenev, disaient « Mais c'est pas possible, on ne peut pas prendre le pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous ravitailler la population? Comment allons-nous payer les salaires ?» Problèmes réels qui vont se poser avec une très grande urgence dès les semaines qui suivent. Donc, pour répondre à cette situation, alors des bolcheviks qui même font partie du pouvoir sont persuadés qu'ils en ont pour quelques jours. Je vais vous lire un texte caractéristique. La première femme, pas ministre, parce que ministre, il n'aimait pas ce mot. C'est-à-dire, comme vous savez, ministère en latin signifie domestique. Si vous ne me croyez pas, vous regardez le Gaffio. Vous verrez que c'est vrai. Et vous avez un... oui. Ministère, oui. Bon, j'ai perdu ce texte, peu importe. Vous avez un capitaine français qui est membre de la mission militaire française, s'appelle Jacques Sadoul. Et il écrit tous les jours une lettre à Albert Thomas, socialiste très modéré, parce qu'il a été ministre de l'Armement jusqu'en septembre 1917 dans le gouvernement d'Union nationale français. Et il adorait se faire photographier en embrassant un obus dans ses bras. Chacun ses goûts. Et donc Sadoul lui envoie tous les jours une lettre et il lui raconte que le 2 ou 3 novembre, il a rencontré Alexandra Kollontai, la commissaire du peuple à l'assistance publique, celle qui prend les premiers décrets, en toute hâte d'ailleurs, qui vont avoir un effet sur l'émancipation des femmes. Le premier, les décrets sur le mariage civil, qui n'existait pas dans la Russie tsariste, le droit au divorce, l'interdiction du travail de nuit des femmes et des enfants de moins de 16 ans dans l'industrie, qui sera rétablie en France par le gouvernement Jospin en 2001. Enfin, ce n'est pas la suite de la suppression par Kollontai en Russie. Il avait été supprimé avant. Sinon, la révolution russe aurait atteint Paris, on s'en serait aperçu. Bon. Et un certain nombre d'autres mesures, par exemple, toutes les 3 heures dans les usines, une femme qui a un enfant, qu'elle a amené à l'usine, puisqu'il n'y a aucun endroit où laisser l'enfant, doit avoir une demi-heure pour pouvoir allaiter son enfant, une demi-heure de repos pour allaiter son enfant. Eh bien, elle rencontre Sadoul et elle lui dit, vous savez, ces décrets, c'est surtout destiné à laisser une trace dans l'histoire. On va laisser une trace, au moins ça marquera ce qu'on a voulu faire, ça montrera quel est notre objectif, et il sera la même importance, donc historique, que les décrets pris par le tiers-État dans la nation française. Le commissaire à l'instruction publique, Lunacharsky, déclare à un de ses copains, bon, dans 15 jours, je serai pendu à la fenêtre de mon bureau. Vous voyez, donc c'est des perspectives d'un optimisme très modéré. Et à tel point qu'un certain nombre de dirigeants, de membres du gouvernement bolchevique et de membres du comité central décident de démissionner parce qu'ils veulent imposer un gouvernement des socialistes unis. Vous voyez, l'union de la gauche à l'époque. Et les mencheviks et les socialistes révolutionnaires et le syndicat des chemins de fer qui est contrôlé par les mencheviks sont d'accord avec cette perspective, mais ils ont une exigence fondamentale, enfin ils en ont deux, mais une exigence fondamentale, ce gouvernement ne doit pas être responsable devant le Congrès des soviets. C'est-à-dire qu'ils veulent un gouvernement d'unité qui soit responsable devant la future Assemblée constituante ou devant la Douma existante, c'est-à-dire qui reproduise le schéma du gouvernement provisoire qui a mené le pays à la ruine. Et ça, c'est la première exigence. Pas de responsabilité devant les soviets. Les soviets, le Congrès a élu un comité exécutif central de 100 membres, dans lequel il y a 30 socialistes révolutionnaires de gauche. Les bolcheviks proposent d'élargir ce comité exécutif central.
Les autres refusent parce que ça émane des soviets, c'est-à-dire d'un organisme qui a comme fonction de représenter seulement les ouvriers, les paysans et les soldats. Ce qu'on appellerait dans un autre vocabulaire les forces vives de la nation, mais donc à l'exclusion de la bourgeoisie industrielle et commerçante et financière. Les autres ne veulent absolument pas. Et ils traduisent cette exigence par une exigence, disons populaire, mais ils la formulent, à savoir, dans un gouvernement d'unité, il y aurait 18 membres, il y aurait 5 bolcheviks, 5 sur 18, donc ça, et deuxièmement, ni Lénine ni Trotsky. Et en plus, ils choisissent les représentants des bolcheviks. Donc les vaincus se conduisent comme des vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont l'appui de l'état-major, qu'ils ont l'appui de la bourgeoisie, qu'ils ont l'appui des puissances alliées, de Paris et de Londres. Parce que dès le début, la révolution russe est un élément de l'ordre ou du désordre, comme vous voulez, mondial. C'est ce qu'expliquera un peu plus tard, en 1919, le président des États-Unis, dénommé Harold Wilson, venant à Paris en janvier 1919, après la défaite de l'Allemagne, bien sûr, et il participe à la réunion du Conseil supérieur de la guerre, de guerre alliée, évidemment uniquement les Alliés, pas les Allemands, et il explique à ceux qui sont réunis là, chaque pays, même l'Amérique, peut être menacé par le bolchevisme. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une agitation ouvrière très importante aux États-Unis, des grèves. Vous avez un dirigeant du Parti socialiste américain qui a été jeté en prison parce qu'il a osé faire un discours contre la guerre. Quelle honte au pays de la démocratie. Le même 16 janvier, c'est-à-dire le lendemain de l'écrasement de la première révolution allemande, le maire de Cologne, un homme qui est destiné à un grand avenir politique puisqu'il sera chancelier de l'Allemagne fédérale, Adenauer, déclare à l'envoyé du Matin « L'Allemagne ne présente plus qu'un danger, mais grave, le bolchevisme ». Et le plus frappant, à mon avis, c'est le chef d'état-major des armées britanniques, Henry Wilson, aucun rapport avec le président des États-Unis, qui, à la fin du mois de janvier 1919, envoie une lettre, ou un télégramme, c'est bon, en tout cas un message, à l'amiral qui commande la flotte anglaise de la Baltique, dans lequel il lui dit « Il faut retirer nos troupes d'Europe continentale et de Russie et concentrer nos forces sur les centres d'où partent contre nous des tempêtes. » Alors, ce qui est intéressant, c'est la liste des centres d'où, d'après ce chef d'état-major, partent les tempêtes. Il commence par l'Angleterre, c'est quand même une vision des choses assez intéressante, puis l'Irlande, l'Égypte et les Indes. Ça, c'est en janvier 19, mais c'est l'expression à ce moment-là du fait que dès octobre 17, la révolution russe est un moment d'un processus mondial. Ce ne sont pas seulement les bolcheviks qui le disent, avec comme idée que c'est l'étincelle de la révolution mondiale, mais ce sont les chefs des grands pays capitalistes qui le disent et qui prennent des mesures pour essayer de l'étrangler. Ils prendront 2 mesures essentiellement, et après je m'arrêterai pour vous donner la parole, si vous voulez la prendre. Premièrement, organiser l'intervention militaire, qui sur le plan militaire même sera de relativement peu d'importance parce que les soldats des pays concernés ne veulent plus faire la guerre en réalité. Mais cela dit, ça représente un point important. Alors vous avez les Japonais qui déclarent à Vladivostok en avril 1918, suivis de peu par les Américains, qui ont toujours eu un goût pour implanter la démocratie ailleurs. Vous avez ensuite les Anglais qui envoient des soldats au nord, près de Mourmansk et d'Arkhangelsk. Ce sont des réservistes qu'il est très difficile de faire avancer. Mais cela dit, ils sont là. Et ils aident modérément, d'ailleurs, les Blancs du coin à renverser le soviet d'Arkhangelsk et à l'envoyer aux îles Solovki, qui servira, comme vous savez, de camp de réflexion à pas mal de gens dans la suite de l'histoire de l'Union soviétique. Donc ce n'est qu'un début. Vous avez une armée blanche qui se constitue dans le sud de la Russie dès décembre 1917. Vous avez une deuxième armée blanche qui se constitue dans le Don, une armée de Cosaques dirigée par le général Krasnov, financée et armée par les Allemands. Donc faire grève, détruire les dossiers, détruire les documents, ne pas fournir d'argent. Ils reçoivent l'assurance par le patronat qu'ils percevront leur salaire, font grève payée,
De temps en temps, les patrons payent des grèves comme ça. Et au Venezuela, il y a 3 ans, les patrons ont payé une grève dans le pétrole. Là, ils payent la grève des employés de l'État qui s'en vont, qui s'enfuient, qui détruisent tout, qui ferment les portes et après qui jettent les clés. Enfin bon, c'est un véritable sabotage qui aboutit à ce que les décrets pris par ce jeune pouvoir soviétique ne sont au début, il est vrai, que des décrets. C'est-à-dire que la possibilité de les faire appliquer est très délicate, très difficile. C'est un sabotage énorme. Et ce sabotage est une des raisons qui pousse les bolcheviks partisans de céder, c'est-à-dire de faire un gouvernement qui serait plus responsable devant les soviets, parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas le surmonter. Et là, en fait, la minorité de la direction du parti bolchevique refuse de céder. Le problème de fond, c'est que la grande majorité des ouvriers de Pétrograd, eux, refusent absolument de céder devant le diktat de ceux qui veulent faire un gouvernement qui ne soit pas reconnu par les soviets. Eux, ils sont pour les soviets, c'est leur organisme, c'est eux qui élisent les soviets ou les soldats dans les unités. Et donc, quelles que soient les difficultés, c'est eux qui sont la colonne vertébrale de l'échec de toute cette tentative. Bien, cette guerre civile, et je vais m'arrêter là, il faut bien finir par tenir ses promesses. Comme je ne suis pas candidat à aucune élection, je peux tenir mes promesses, quand même. La guerre civile va ravager et détruire complètement un pays qui était déjà au bord de la destruction lorsque les bolcheviks sont portés au pouvoir par le Congrès des soviets. Et la description de cette presque 3 ans de guerre civile, la guerre civile s'arrête, enfin réellement, fondamentalement, en novembre 1920, quand le dernier général blanc, Wrangel, doit quitter la Crimée avec ses troupes, emmenées par la flotte française, qui lui est fournie par le gouvernement français, bon, qui se rattrapera plus tard en confisquant 35 des bateaux de la marine russe, puisqu'il avait encore quelques bateaux. Dès mai 1918, un dirigeant bolchevique déclarait « Le déclin absolu des forces de production a atteint la limite au-delà de laquelle commence la mort de l'économie. » 2 ans et demi plus tard, un officier allemand qui a été fait prisonnier par l'armée russe, qui a été envoyé dans un camp de prisonniers, qui est libéré par la défaite de l'armée allemande, en pleine Sibérie, qui ne sait pas trop quoi faire, donc il s'engage dans l'armée de l'amiral Kolchak, c'est-à-dire l'un des principaux chefs des armées blanches, celui qui, à un moment, contrôle toute la Sibérie. Et cette armée est balayée, entre autres, essentiellement à cause des insurrections paysannes qui se développent sur les arrières de l'armée de Kolchak, de la même façon que les insurrections paysannes renversent l'armée blanche de Dénikine dans le sud. Et donc cette armée est emmenée dans une longue retraite de près de 6000 km jusqu'à Vladivostok, où Kolchak sera arrêté, interrogé par la Tchéka et fusillé. Voilà la manière dont cet officier allemand décrit la retraite de cette armée de Kolchak. Notre marche n'est pas seulement celle de la mort, c'est encore celle d'une destruction aussi impitoyable que l'œuvre des Vandales. Depuis Kourgan, on a rendu inutilisables toutes les fabriques, toutes les fabriques, vous entendez bien, tous les dépôts de chemin de fer, tous les ateliers de réparation. Rien n'est resté entier de ce qui aurait pu servir aux rouges. Signaux, cabines d'aiguillage, postes de garde-voie, gares. De l'Oura à la taïga, nous avons fait sauter 25 ponts qui semblaient bâtis pour l'éternité. Donc, la guerre civile a détruit l'essentiel de ce qui restait d'une économie déjà ruinée en avril 1918 ou en octobre 1917. Et on pourrait dire, comment est-ce que les bolcheviks ont pu échapper à cela et garder le pouvoir? Il y a 2 raisons. La première, c'est l'imminence de la révolution dans un grand nombre de pays européens qui a paralysé la bourgeoisie de ces pays-là. C'est la révolution en Allemagne, étranglée par la social-démocratie allemande. Vous remarquerez que dans tous les pays dont je vais parler, le fascisme s'installera quelques années plus tard. Révolution allemande écrasée, triomphe du nazisme en 1933. En Autriche, où la révolution est écrasée, vous aurez d'abord le christianisme social avec parti unique, syndicat unique, etc., chasse aux chômeurs dans des termes d'ailleurs qui rappellent exactement ceux du gouvernement actuel. On dirait qu'ils ont
ils se sont inspirés des archives autrichiennes. Et puis ensuite, le nazisme en Autriche, écrasement de la révolution en Hongrie, victoire, ensuite triomphe d'un gouvernement qui n'est pas tout à fait fasciste, mais enfin bon, la nuance est très mince. Et puis écrasement, échec de la révolution trahi par la direction de la CGT italienne en Italie en septembre 1920, triomphe du fascisme en 1923. Le prix à payer est immédiat. La bourgeoisie, confrontée au danger de la révolution, elle se rallie au fascisme. Rien à voir avec des analyses purement verbales et des déclarations orales ou écrites démocratiques. Ça, c'est la première. Et la deuxième raison, c'est que, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées par le gouvernement des commissaires du peuple, malgré les difficultés rencontrées avec les paysans dont ils ont réquisitionné les récoltes pour nourrir la ville et l'armée dans des conditions terribles. Un jour, Lénine a écrit « C'est à nous de choisir qui va mourir de faim ». Ça ne le remplissait pas de plaisir, hein, soyez-en persuadés. Les paysans qui se sont parfois révoltés, et assez brutalement d'ailleurs, contre ces réquisitions, parfois en égorgeant ceux chargés des réquisitions. En général, ils leur arrachaient les yeux, ils leur ouvraient le ventre et ils mettaient un petit écriteau à la place des intestins, réquisition terminée. Bon. Malgré ça, ils ont quand même fondamentalement soutenu le pouvoir des Rouges parce que, bon, d'accord, ils réquisitionnent le blé, mais ils ne rendront pas la terre aux grands propriétaires. Alors que pour les paysans, dans les fourgons des Blancs, il y avait les grands propriétaires. Et ça, ils n'en voulaient à aucun prix. Donc finalement, c'est la masse du peuple, malgré les problèmes divers, qui a assuré la victoire de la Révolution contre les tentatives contre-révolutionnaires, à la fois de l'intérieur, et de l'intérieur à partir de janvier 19, date à laquelle Clémenceau, enfin l'Angleterre et la France proclament le blocus de la Russie soviétique, qui aura comme conséquence, entre autres, d'aider à la diffusion du choléra et du typhus, qui feront 2 millions de morts que Stéphane Courtois attribue au communisme. Je n'avais pas remarqué que le choléra et le typhus avaient une coloration idéologique, mais après tout, pour des gens comme ça, on ne recule devant rien. Hein. Et malgré ça, donc c'est grâce à cela qu'elle a réussi à triompher et à imposer un certain nombre de mesures qui, au début, sont restées de simples décrets et qui, petit à petit, ont fini par entrer dans la vie. Et je le rappelais en particulier, même si c'est la plus triste des libertés, que la Russie soviétique est le premier pays qui a dépénalisé l'avortement. Le 18 novembre 1920, alors qu'il était puni dans tous les pays du monde par des peines plus ou moins brutales, la France se distinguant particulièrement grâce au poids de l'Église catholique. Et dans tous les pays où l'Église peut dominer, vous remarquez que l'avortement aujourd'hui est interdit. Hein, ça, c'est pas de problème. Le Mexique, le Brésil, bon. Et introduire un certain nombre de mesures qui aboutiront à, c'est-à-dire de façon partielle, très partielle, mais quand même, à participer à plus ou moins émanciper les femmes et les ouvrières. Par exemple, faciliter le droit au divorce. On aboutira même, ce qui est un peu exagéré sans doute, au divorce par carte postale, décrété en 1926, où il suffira qu'un des deux membres du couple envoie une carte postale au tribunal du coin pour dire « je divorce ». Et hop, le divorce était terminé. Ça n'avait pas forcément que des effets positifs, hein, dans la mesure où parfois des femmes se retrouvaient abandonnées avec 4 ou 5 enfants, et donc pour obtenir la pension alimentaire, il fallait se battre. Mais souvent, elles l'obtenaient quand même. Et un certain nombre d'autres mesures. Bon, on aboutit quand même à un système social qui, malgré toute sa perversion stalinienne, reposait sur le droit au travail, alors que notre système à nous repose sur le droit au licenciement, prétendument destiné à favoriser l'emploi. Donc, la victoire de cette révolution dont nous fêtons aujourd'hui le centenaire mérite quand même d'être saluée. Je vous remercie.